Je suis de Dijon. Donc, dans le cadre de la Semaine européenne de la vaccination, on vous propose un webinaire sur les infections HPV et leur prévention. Donc, ce sera une présentation à deux voix. Donc, Serge vous fera un rappel sur les pathologies liées au papillomavirus, notamment au papillomavirus à haut risque. Et moi, je vous parlerai de prévention. Donc, la parole à toi, Serge. Excusez-moi, juste avant, donc Lauriane Breuil à l'Agence régionale de santé, juste pour vous prévenir, donc vous demandez si tout le monde est bien d'accord pour que ce webinaire soit enregistré, pour permettre à certains qui ne pouvaient pas être présents de pouvoir le revoir ultérieurement. Dans ce cas-là, je vous conseille de ne pas mettre vos caméras, notamment pour ceux qui ne présentent pas, bien sûr. C'est bien d'avoir les personnes qui présentent en visu si ça ne les dérange pas, mais au moins pour tous les participants. Voilà, est-ce que vous pouvez, est-ce que personne ne s'oppose à ce que ce petit temps soit enregistré pour permettre à d'autres professionnels qui n'auraient pas pu être présents de pouvoir en profiter, et ce sera diffusé de façon assez limitée, hein, mais c'est vraiment destiné aux autres professionnels qui n'auraient pas pu être là. Je vois pas de problème pour moi. Moi non plus, pas de problème particulier. Moi non plus. Bon, alors écoutez, on va commencer le topo. Donc, en ce qui me concerne, je vais vous parler surtout du papillomavirus et de ses conséquences. Oui, diapositive suivante. Donc, on va voir les pathologies induites par le papillomavirus. Ce que c'est que le papillomavirus, on en parle tellement, on le dit donc HPV pour simplifier les choses, et quels sont les mécanismes d'infection, pour ensuite parler des moyens de prévention et de façon d'éliminer ce cancer, ce qui sera traité par Michel Lang. Suivant. Donc, qu'est-ce que c'est que l'HPV? Suivant. Donc, c'est un petit virus qui est, vous voyez, 55 nanomètres de taille, c'est tout petit, qui est constitué d'une capside, c'est-à-dire une enveloppe, et à l'intérieur de laquelle se trouve un brin d'ADN. Enfin, exactement, il y a deux brins, mais un seul brin qui va s'exprimer. Et la capside a des pouvoirs antigéniques qui fait que les vaccins vont être fabriqués à partir du pouvoir antigénique de la capside et absolument pas à partir de l'ADN. Donc, il s'agira toujours d'un vaccin qui ne contiendra pas d'ADN. Cliché suivant. Voilà, c'est ça. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment se transmettent les infections HPV. C'est vraiment un leitmotiv de la part des patientes qui viennent nous voir, mais comment j'ai attrapé cette bébête? Alors, plusieurs réponses possibles. Est-ce qu'on peut l'attraper par la peau? Est-ce qu'on peut l'attraper par le sang? Est-ce qu'on peut l'attraper par tout type d'acte sexuel? Ou est-ce qu'on peut l'attraper par l'alimentation? Alors, on ne peut pas faire le quiz en attendant la réponse de tout le monde. Simplement, ça vous permet d'y réfléchir. Cliché suivant. La réponse, donc, par la peau, par le contact manuel, et c'est important puisqu'en fin de compte, on peut très bien avoir du manuportage des particules virales. L'exemple en est en particulier le virus que l'on peut attraper au niveau des plantaires à la piscine, et par tout type d'activité sexuelle également. Cliché suivant. En fait, il existe de très nombreux types d'HPV. On a plus de 200 types qui sont décrits dans la littérature, mais il y a un certain nombre d'entre eux qui nous intéressent. Cliché suivant, en particulier ceux qui vont avoir une action sur l'appareil génital, avec en particulier 12 à 13 papillomavirus qui ont un haut risque oncogène, c'est-à-dire qui peuvent être associés à des cancers. Cliché suivant. Combien de personnes, d'après vous, sont infectées par un virus HPV au cours de leur vie? Est-ce que c'est une infection fréquente? Est-ce que c'est une infection banale? Est-ce que c'est une infection rare? 5%, 50%, 75%. Cliché suivant. Plus de 75% des gens auront été en contact au moins une fois dans leur vie avec le papillomavirus. Donc, c'est une infection banale. Cliché suivant. La prévalence de cette infection dépend bien entendu du type de pays dans lequel on s'adresse, mais globalement, on admet que 80% des gens, en France en tout cas, feront au moins une fois dans leur vie une infection à papillomavirus. Et en temps réel, en fonction de l'âge, la prévalence peut varier de 7% à 25 voire 30% quand il s'agit de jeunes adolescents. Cliché suivant. Ici, vous avez ce cliché qui vous montre les pics de prévalence de l'infection à papillomavirus. Vous voyez que c'est quand on a les premiers rapports sexuels que l'on va attraper ce virus le plus souvent.
puisque vous voyez, le pic d'incidence est entre 20 et 25 ans. Puis ensuite, on a une décroissance progressive du portage HPV, soit parce qu'on s'est protégé, soit parce qu'on a une certaine stabilité vis-à-vis de son partenaire sexuel. Mais pour rester ensuite relativement constant en fonction des pays, relativement constant pour ne disparaître qu'à la mort. Cliché suivant. Alors, une petite particularité du papillomavirus chez l'homme, puisque là, je vous ai montré surtout des courbes concernant la femme. Il faut savoir que chez l'homme, c'est une infection qui est beaucoup plus fréquente et elle est tout au long de la vie constante en termes de fréquence. La probabilité de séroconversion est beaucoup moins élevée que chez les femmes, c'est-à-dire que l'homme a beaucoup moins de chances de se prémunir de l'infection. Les anticorps naturels sont non protecteurs et on a une plus grosse sensibilité aux infections HPV que par rapport aux femmes. Donc, les hommes sont plus susceptibles aux infections HPV et moins bien armés pour s'en protéger. Cliché suivant. La transmission également des HPV varie entre l'homme et la femme. L'homme est plus à risque que la femme, c'est-à-dire qu'en clair, l'homme a plus de risque d'être contaminé par rapport à la femme que l'homme va contaminer la femme. C'est important à dire, en particulier quand une jeune femme vient nous dire d'où est-ce que j'ai attrapé ce papillomavirus et quels sont mes risques ou quels sont les risques vis-à-vis de mon conjoint. Cliché suivant. Alors, quelles sont les pathologies que va entraîner ce papillomavirus, puisque c'est une infection quand même banale, vous l'avez vu, fréquente. Est-ce que tout le monde va avoir des symptômes liés à ce papillomavirus? Cliché suivant. Lorsque l'on est infecté par un virus HPV, est-ce que ça veut dire qu'on va forcément avoir un cancer? Vrai ou faux? Là, la réponse est assez facile. Vu la fréquence de l'infection, tout le monde n'a pas un cancer, on le sait. Cliché suivant. Effectivement, c'est faux. Cliché suivant. Quelles sont les pathologies qui peuvent être induites par le papillomavirus? On peut avoir des verrues, qu'elles soient génitales ou plantaires. On peut avoir des cancers du col de l'utérus. On peut avoir des lésions condylomateuses au niveau du larynx. On peut avoir des cystites. On peut avoir des cancers de la gorge, de l'oropharynx. On peut avoir des lésions précancéreuses à différentes localisations. Ou on peut avoir des polypes. Cliché suivant. En clair, on peut quasiment tout avoir, sauf la cystite, sauf des polypes. Il s'agira de condylomes, mais pas de polypes. Cliché suivant. Voilà un échantillonnage des lésions qu'on va pouvoir rencontrer suite au papillomavirus. On peut avoir des cancers anogénitaux, donc col de l'utérus, cancer de la vulve, cancer du vagin, cancer de l'anus, nous y reviendrons tout à l'heure. Mais on peut avoir également des cancers des voies aérodigestives, c'est une notion plus récente, et on a de plus en plus de ces cancers qui apparaissent ou qui semblent être liés à un papillomavirus, en particulier l'HPV 16. On peut avoir également donc des verrues plantaires, mais également des verrues génitales ou des localisations au niveau laryngé de ce papillomavirus. Cliché suivant. D'après vous, combien de nouveaux cas de cancer causés par le papillomavirus surviennent chaque année en France? Donc, quelle est l'incidence des cancers HPV induits, que ce soit chez l'homme et chez la femme? Environ 3 000, environ 7 000, environ 10 000. Cliché suivant. Plus de 7 000 cancers annuellement seront causés par le papillomavirus, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Cliché suivant. Parmi les cancers causés par le papillomavirus, quelle proportion concerne les hommes? Les hommes ne sont pas concernés, il n'y aurait pas de cancer, puisqu'ils n'ont pas de col de l'utérus. Près d'un tiers ou un dixième. Cliché suivant. Près d'un tiers des cancers qui vont être induits par le papillomavirus concerneront les hommes. Cliché suivant. Voilà la répartition de ces cancers, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Les voies aériennes aérodigestives supérieures, vous voyez que chez l'homme, ça touche beaucoup plus que chez la femme, 1300 versus 380. Le cancer de l'utérus, bien entendu, ne concerne que la femme, plus de 3000 cas annuels. De la vulve et du vagin, 470 cas annuels. L'anus, ça concerne aussi bien l'homme que la femme, mais la femme est plus sujette au cancer de l'anus HPV induit, puisqu'il y a 1532 cas chez la femme contre près de 500 chez l'homme. Et enfin, le cancer du pénis, qui n'est pas très fréquent. La forme HPV induite représente environ 210 nouveaux cas annuels. Cliché suivant.
Alors, quelle est la contribution des types d'HPV aux différents cancers que l'on peut rencontrer? On voit que le col de l'utérus est un cancer 100% induit par l'HPV. L'anus, près de 90% de ces cancers sont induits par l'HPV. Le vagin, 70%. Le pénis, 40%. La vulve, 35%. L'oropharynx, 38%. Le pharynx, 25%. Et le reste, cavité orale et larynx, vous voyez, entre 3 et 2%. Cliché suivant. Les types d'HPV, dont je vous ai parlé déjà tout à l'heure. Majoritairement, on voit que l'HPV, donc c'est le bleu foncé, l'HPV 16, est l'HPV le plus concerné pour la plupart des cancers, en particulier le cancer de l'anus, cancer oropharynx également. Vous voyez que pour le col, cela représente tout de même plus de 70% des cancers, si on y associe en particulier l'HPV 18, alors que l'HPV 18, on le retrouve dans très peu d'autres cancers par ailleurs. Cliché suivant. Alors, par quel mécanisme cet HPV, qui est donc une infection fréquente comme on l'a vu, on va arriver à un cancer? Cliché suivant. En fait, le virus, comme d'ailleurs tout virus, pour pouvoir se développer, a besoin de trouver des cellules qui se répliquent, qui ont un patrimoine enzymatique suffisant pour permettre la réplication. Quand on regarde cet épithélium, qui est un épithélium qui recouvre le col ainsi que le vagin, épithélium malpighien, pavimenteux, donc c'est un épithélium stratifié qui a comme caractéristique, c'est que les cellules les plus profondes au niveau de la basale sont des cellules tout à fait normales, constituées avec un noyau, avec le matériel enzymatique nécessaire à la réplication. Mais au fur et à mesure que ces cellules vont vers la surface, elles vont perdre leur noyau et desquamer. En pratique, quand on fait des frottis, c'est cette partie qui desquame que l'on récupère et qui nous permet d'avoir une vision de ce qui se passe. Donc, le virus ne peut pas contaminer les cellules superficielles au niveau du col de l'utérus, au niveau du vagin, car celles-ci ne possèdent pas de noyau. Donc, le virus ne trouvera pas de quoi se loger, de quoi se multiplier. Le virus a besoin de pénétrer en profondeur dans l'épithélium, vers les cellules basales, pour pouvoir se développer. Deux façons de pouvoir pénétrer vers ces cellules basales. La première, c'est créer un traumatisme au niveau du col, le rapport sexuel ou tout élément contendant que l'on pénétrerait dans le vagin pourrait entraîner ces microtraumatismes. D'autre part, le virus peut pénétrer au niveau de la jonction entre cet épithélium malpighien et l'épithélium glandulaire qui va dans l'endocole, qui lui est un épithélium uni d'une seule couche de cellules. Donc, on a une espèce de falaise de l'épithélium malpighien qui surplombe cet épithélium glandulaire. Et entre les deux, donc, le virus peut pénétrer directement vers les cellules basales, expliquant ainsi le développement du virus. Cliché suivant. Ce virus va se développer. Normalement, il va entraîner une réplication virale qu'on pourra voir au niveau des cellules sous forme de petites vacuoles qui s'appellent des coïlocytes, mais qui ne sont que l'expression de l'infection virale. Mais quelquefois, lorsqu'il y a certains types de virus ou quand on a un virus qui persiste de façon prolongée, on va voir apparaître des modifications des cellules, et en particulier des noyaux, avec l'apparition de lésions qui vont être concernées que le tiers profond de l'épithélium, et on parlera de lésions histologiques de bas grade ou anciennement CIN1. Cette lésion pourra toucher le 2/3 de l'épithélium, et en ce moment-là, on parlera de lésions histologiques de haut grade ou anciennement CIN2, ou l'intégralité de l'épaisseur de l'épithélium, et on parlera toujours de lésions de haut grade ou CIN3. Cliché suivant. La chronologie, si on veut comprendre ce qui se passe, la chronologie se déroule ainsi. On a d'abord une infection virale banale, et 90% des gens, dans l'année ou dans les 2 ans, vont se débarrasser de leur virus. Dans un certain nombre de cas, le virus va persister, 10% des cas. Et dans cette persistance virale, soit elle persiste sans rien faire, soit elle persiste et entraîne des modifications cellulaires parce qu'on a un type viral qui peut le permettre, et à ce moment-là, on va voir apparaître des lésions de bas grade. Et ces lésions de bas grade peuvent, grâce à l'immunité locale, disparaître, ou
on peut avoir une aggravation de ces lésions sous forme de lésions de haut grade, qui également, elles, peuvent disparaître, mais à un moindre niveau, pour aboutir finalement à un cancer. La durée entre l'infection virale et le cancer, c'est plus de 10 ans, voire 15 ans minimum. Cliché suivant. Le cancer du col de l'utérus, vous avez ici deux clichés qui vous montrent un cancer qui est déjà symptomatique puisque cette patiente présentait des saignements lors des rapports, donc un col friable et saignant. On a à peu près 3000 nouveaux cas de cancer du col de l'utérus annuels, avec plus de 1100 décès annuels, et 35 000 lésions précancéreuses, c'est-à-dire lésions dites de haut grade. Le pic d'incidence du décès est de 64 ans, et le pic d'incidence des cas des cancers commence à partir de 39 ans. L'âge médian au diagnostic est plutôt aux alentours de 50-60 ans. Cliché suivant. En fait, sur le plan épidémiologique, ces cancers du col de l'utérus ont vu leur fréquence diminuer de façon très significative depuis que le dépistage a été mis en place grâce à Papa Nicolaou. Et on a été un peu surpris sur ces 15-20 dernières années, plutôt 20 dernières années, d'une stagnation de l'incidence des cancers, voire même une légère augmentation en fonction des classes d'âge de ces cancers. Ces mécanismes de ralentissement de la baisse des cancers alors que le dépistage était en place a entraîné ou a expliqué la mise en place d'un dépistage organisé, enfin mis en place depuis 3 ans, et les changements des modalités de dépistage, puisqu'on est passé non plus par le dépistage par le frottis cytologique, mais un dépistage par la recherche virale première. Cliché suivant. Le cancer de l'anus est un cancer qui est en nette augmentation, avec une progression des cas induits par HPV. Les lésions précancéreuses de l'anus posent des problèmes de prise en charge, car toutes ces lésions précancéreuses ne vont pas forcément évoluer vers un cancer, et il n'y a pas à proprement parler de dépistage. On a proposé des frottis anales pour essayer de faire un dépistage, mais en pratique, on ne sait pas encore comment interpréter ces frottis de façon utile. Donc en clair, on a des lésions condylomateuses, des lésions précancéreuses et des cancers de l'anus HPV induits pour lesquels on n'a pas de dépistage à notre disposition. Il est évident que les rapports anaux favorisent ces lésions, mais il faut bien être conscient que même s'il n'y a pas eu de rapport anneau, la contamination reste possible. Cliché suivant. Le cancer des voies aérodigestives supérieures, on s'est aperçu depuis une quinzaine d'années qu'en fait, on avait moins de facteurs épidémiologiques classiques des cancers des voies aériennes supérieures, à savoir l'alcool et le tabac, et qu'un certain nombre d'entre eux, qui n'étaient pas exposés justement à ce tabac et à cet alcool, présentaient de l'HPV. Actuellement, on considère que dans les cancers de l'oropharynx, l'HPV est concerné dans près de 38% de ces cancers. Cliché suivant. Alors bien sûr, à côté de ces lésions cancéreuses qui sont redoutables, mais heureusement pas trop fréquentes, il y a les lésions non cancéreuses, mais qui sont particulièrement handicapantes, en particulier sur le début d'une activité sexuelle, qui sont les condylomes. Et ces condylomes, ils surviennent très vite après le contact. Dans les moins de 6 mois après le contact avec un partenaire, apparaîtront ces lésions condylomateuses. Certes, elles vont régresser, pour la plupart, spontanément, dans l'année ou dans les 2 ans, mais il est difficile, quand on a des lésions, comme vous pouvez voir sur ces clichés, de rester sans rien faire, et donc ça engendre un certain nombre de traitements douloureux, traitements difficiles, avec des récidives, malheureusement, qui sont particulièrement désespérantes. Bon. Cliché suivant. Mais il est baissé. Oui, il est où attends. Donc, pour terminer mon topo, on va dire qu'HPV est une infection banale, fréquente, puisque 80% de la population va être touchée et concernée.
Elle est ubiquitaire, on peut en retrouver sur le vagin, sur l'anus, sur le col. Elle est responsable de certains cancers, elle est responsable de certaines lésions bénignes pour lesquelles, comme Michel va vous l'expliquer, il existe une prévention. Je vous remercie. Ok, donc merci beaucoup Serge pour ce topo très clair et très complet. Donc moi je vais poursuivre sur la prévention. Alors, voilà, donc quels sont les moyens de prévention de l'infection et des complications liées aux HPV? Donc, on va continuer sur les petits quiz. Donc, vous avez bien compris que l'HPV, c'est de loin la première infection sexuellement transmissible. Et donc, souvent, les questions posées par le public, c'est est-ce que les préservatifs protègent contre cette infection? Donc, vrai, faux. La réponse, malheureusement, c'est faux. On sait que le préservatif ne protège que très partiellement des infections HPV, parce que la contamination de partenaire à partenaire peut tout à fait se faire au niveau d'une zone non couverte, qu'elle soit cutanée ou muqueuse, par le préservatif, que la transmission peut se faire simplement par les contacts intimes, sans forcément l'acte sexuel. Et puis, il faut savoir que la barrière conférée par le préservatif n'est pas une barrière à 100%, puisque la petite taille du virus fait qu'il y a des possibilités pour lui de traverser la barrière physique en latex du préservatif. Donc là, les deux piliers en fait de la prévention des infections HPV et de leurs complications, c'est la vaccination et le dépistage. Pour le moment, restreint au dépistage du cancer du col, comme vous l'a dit Serge. Donc, je vais commencer par la prévention secondaire, le dépistage du cancer du col de l'utérus. Donc, c'est un dépistage qui est proposé à toutes les femmes entre 25 et 65 ans. Le moyen du dépistage, c'est un prélèvement cervico-utérin par le biais d'un frottis. Et sur ce frottis, on va réaliser deux types de tests. Le test classique cytologique selon les techniques de Papanicolaou, connu depuis longtemps. Et puis, le deuxième test, qui est en fait un test PCR, une PCR HPV, on va rechercher les HPV de haut risque. Donc, entre 25 et 30 ans, on va continuer de se baser sur l'examen cytologique, avec deux premiers examens faits à 1 an d'intervalle, puis un troisième examen à 3 ans. Donc, ce qui fait que dans la tranche d'âge 25-30 ans, si on fait comme c'est recommandé, vous avez 3 dépistages à 25, 26 et 29 ans. Passé 30 ans, entre 30 et 65 ans, on va se reposer sur le test HPV, le test PCR HPV. Donc, celui-ci est fait tous les 5 ans. Et donc, si un premier test HPV est négatif, eh bien, on va le refaire à 5 ans. Et puis, si ce test est positif, c'est un test de triage qui va déboucher sur un frottis avec une cytologie. Donc, pour mémoire, le test HPV est remboursé par la Sécurité sociale depuis le 1er avril 2020. Alors, pour aller un petit peu plus loin sur l'algorithme de triage des femmes entre 30 et 65 ans, donc c'est des recommandations qui ont été mises en place en 2019. Donc, on part du test HPV. Si celui-ci est négatif, comme j'ai dit tout à l'heure, on refait un test HPV à 5 ans. Si ce test est positif, eh bien, on fait une cytologie réflexe. C'est-à-dire qu'on complète par un examen cytologique. Celui-ci est négatif, on va recontrôler
le test HPV à 1 an. S'il est négatif, on repart sur un test HPV 5 ans plus tard. S'il est positif, on va directement à la colposcopie. Dans le cas où la cytologie réflexe est positive, on va directement à la colposcopie. Alors, quel est le taux en fait de couverture, si on peut dire, de ce dépistage du cancer du col? Et il reste quand même insuffisant et on note de fortes disparités en France, dans la population féminine. En 2017, vous voyez, il y avait une grande étude qui avait été faite qui montrait que seulement 60% des femmes déclaraient avoir eu un dépistage dans les 3 ans de l'enquête. Donc sur cette carte, vous voyez que par région, les taux de couverture du dépistage, c'est assez hétérogène. Et avec des taux qui sont plus faibles dans certaines régions. Donc ce dépistage est depuis maintenant plusieurs années organisé. Jusqu'à présent, il était quand même relativement opportuniste, avec de vraies disparités territoriales, des disparités aussi liées à des conditions sociales, conditions économiques, et donc qui était une limitation vraiment à ce dépistage. Donc, je vais maintenant vous parler de la vaccination. Donc, c'est de la prévention primaire. Donc, on va éviter l'infection. Évitant l'infection au HPV de haut risque, on évite les états précancéreux et, au bout de la chaîne, le cancer. Donc, le principe de la vaccination, comme vous l'a dit Serge, on va se reposer en fait sur cette fameuse protéine L1 de la capside qui est fortement immunogène et qui va, lorsqu'elle est fabriquée par le vecteur cellulaire dans le vaccin, va s'agréger en petites particules, dites pseudoparticules virales, qui sont bien évidemment non infectieuses. Alors, lorsque l'on vaccine, eh bien, en réponse, la vaccination va susciter une très forte réponse humorale avec production d'anticorps neutralisants anti-L1. Ces anticorps vont transsuder au niveau de la muqueuse, notamment au niveau de la membrane basale, et former une barrière très efficace pour empêcher l'infection de la membrane basale des muqueuses. Donc, la composition des vaccins, ce sont des vaccins qui sont multivalents, donc qui vont associer plusieurs sous-types. Alors, vous avez un vaccin bivalent qui va cibler les principaux sous-types à haut risque, le 16 et le 18. Et vous avez un vaccin non avalent, donc qui va inclure le sous-type 6 et 11, qui sont les sous-types qui sont responsables des verrues génitales, des condylomes acuminés, et puis les 7 autres sous-types concernent des sous-types à haut risque de cancer, et bien évidemment, ils incluent le 16 et le 18. Donc, on revient sur des petits quiz. Donc, un premier petit cas clinique. Donc, Pierre aura 15 ans dans une semaine. Il vient de recevoir sa première dose de vaccin HPV. Quelles sont les réponses qui sont justes? Donc, Pierre devra recevoir une seconde dose de vaccin HPV 6 mois plus tard. Pierre devra recevoir une seconde dose d'HPV 2 mois plus tard, puis une troisième dose 6 mois après la première. Le HPV est recommandé et remboursé pour Pierre. Donc, bien évidemment, la réponse c'est A, puisque avant 15 ans, lorsqu'on initie une vaccination HPV, c'est une vaccination avec un schéma en 2 doses et non pas 3. Et puis, la vaccination, comme vous le savez, depuis 2021, est recommandée dans les 2 sexes, notamment chez les garçons. Un autre quiz. Quelles sont les raisons de vacciner les garçons? Alors, pour une protection directe individuelle des garçons, pour améliorer l'immunité collective et arriver le plus rapidement à ce qu'on appelle l'immunité de groupe, augmenter la couverture vaccinale pour
avoir une accessibilité équitable à la vaccination. Donc, les 4 affirmations sont justes. Dernier quiz. Joséphine a 19 ans. Elle a débuté sa vie sexuelle il y a 3 ans. Quelles sont les réponses justes? On ne peut plus vacciner Joséphine avec le vaccin HPV. Il est recommandé de vacciner Joséphine avec le vaccin HPV selon un schéma en 3 doses, M0, M2, M6. Joséphine devra attendre ses 25 ans pour pouvoir bénéficier de son premier frottis selon les recommandations de l'INCa. Donc, les 2 réponses bonnes, c'est le schéma en 3 doses en rattrapage de 14 à 19 ans révolu, donc l'âge de Joséphine. Donc, elle peut accéder à cette vaccination, mais avec un schéma en 3 doses. Et elle démarrera, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est son dépistage des lésions associées au cancer du col à partir de l'âge de 25 ans. Un petit rappel sur les schémas vaccinaux. Donc, très clairement, c'est le vaccin non avalent qui est recommandé pour toute nouvelle vaccination. Donc, dans l'âge actuellement recommandé, c'est-à-dire de la vaccination, c'est-à-dire entre 11 et 14 ans, donc c'est donc un schéma en 2 doses. La première dose M0 et la deuxième dose entre 6 à 13 mois après la première dose. En rattrapage, entre 15 et 19 ans révolu, c'est un schéma à 3 doses M0, M2, M6. Et pour les homosexuels masculins, on a une recommandation particulière de vaccination jusqu'à l'âge de 26 ans révolu. On va recommander le même schéma en 3 doses qu'en rattrapage 15-19. Un petit mot quand même pour le vaccin bivalent qui cible les HPV 16-18. À l'heure actuelle, ce vaccin, on n'initie pas de nouvelles vaccinations avec ce vaccin bivalent. Par contre, on les termine. Voilà. Donc, vous avez un schéma en 2 doses à 11-14 ans, M0, M6, et puis en rattrapage, c'est un schéma un petit peu différent du non-avalent, avec la deuxième dose qui est à M1 et pas à M2. Camille a 17 ans, elle a eu une dose de vaccin anti-HPV à 12 ans. Quelles sont les réponses justes? On recommence le programme vaccinal avec un schéma en 3 doses car elle a pris du retard, donc on doit refaire. On complète le programme vaccinal par 2 doses car Camille a plus de 15 ans. On rattrape le schéma vaccinal par une dose de vaccin. Donc la bonne réponse, c'est on rattrape le schéma vaccinal par une dose de vaccin. Donc toute vaccination démarrée avant 15 ans, ce qui est le cas pour Camille, relève d'un schéma en 2 doses. Et on dit bien qu'en vaccinologie, toute dose compte. Donc la première dose qu'elle a fait à 12 ans, même si elle a dépassé le délai recommandé habituellement pour faire sa deuxième dose, cette première dose compte. Et donc on va rattraper au moment où on la voit, et on termine le programme. Que faire en cas de non-respect du schéma? C'est-à-dire que fait-on lorsque la dose suivante a été faite trop tôt? Sur un schéma en 2 doses entre 11 et 14 ans, si la deuxième dose a été administrée moins de 5 mois après la première dose, eh bien, il faudra toujours faire une troisième dose. Cette troisième dose est en fait entre 6 à 13 mois après la première dose. Et sur les schémas en 3 doses, c'est-à-dire qui concernent les 15-19 ans, il faut toujours veiller à ce qu'il y ait au moins un délai de 1 mois entre la première et la deuxième dose, et un délai d'au moins 3 mois entre la deuxième dose et la troisième dose. Alors, la vaccination, HPV, est-ce que c'est efficace? Donc, il y a 3 niveaux en fait, d'efficacité
de la vaccination HPV. Le premier niveau, c'est éviter l'infection HPV. Le deuxième niveau, c'est éviter les lésions précancéreuses. Et in fine, le troisième niveau, c'est éviter le cancer. Donc, on a maintenant des données très robustes sur l'efficacité de cette vaccination, qu'il s'agisse des données d'essais cliniques, mais surtout des données en vraie vie. Et là, donc je vous montre une étude australienne, mais il y en a vraiment un nombre important maintenant publié. Donc cette étude australienne concerne en fait des femmes de 18 à 24 ans d'une province d'Australie. Donc ils ont regardé en fait la prévalence des infections au HPV compris dans le vaccin, c'est-à-dire 6, 11, 16, 18. Et donc avant la prévalence donc, de ces infections avant la mise en place de cette vaccination en Australie, après en moyenne 5 ans de cette vaccination et après environ 10 ans. Donc, je rappelle que le contexte de la vaccination HPV en Australie, c'est qu'on a une couverture vaccinale très élevée qui a été obtenue très rapidement, donc il y a plus de 80%. Donc, vous voyez donc sur le tableau que une diminution très forte en fait de la prévalence de ces infections après l'introduction de la vaccination, puisqu'on est à moins 93% de réduction de la prévalence de ces infections après environ 10 ans de campagne vaccinale. Le deuxième niveau, c'est donc la prévention des dysplasies, notamment des dysplasies sévères, CIN3. Donc là, c'est une étude écossaise. Donc, je rappelle le contexte de la vaccination. Donc, en Écosse, c'est une vaccination qui est proposée aux jeunes filles entre 12 et 13 ans avec un rattrapage à 18 ans. Et vous voyez qu'il y a une forte couverture vaccinale chez les 12-13 ans supérieure à 85% et en rattrapage à 65%. Donc, ils ont regardé en fait la prévalence des CIN3 au premier dépistage, c'est-à-dire qu'en Écosse, ils démarrent le dépistage à 20 ans. Et vous avez en fait, sur le schéma, vous avez la courbe en bleu qui correspond à l'incidence des CIN3 dans une population de jeunes filles non vaccinées. Et la courbe en jaune, ce sont les jeunes filles qui sont vaccinées. Et on voit assez rapidement qu'un décrochage sur une diminution nette du taux d'incidence des CIN3 dans la population des jeunes filles vaccinées. Effet très intéressant sur les dernières cohortes de naissance 95-96, vous voyez que pour les jeunes femmes non vaccinées, il y a une chute en fait de l'incidence des CIN3. Et ça démontre en fait qu'il y a un effet une immunité de groupe, c'est-à-dire que la vaccination des jeunes filles profite finalement aux jeunes femmes non vaccinées, puisqu'il y a une diminution de la circulation en fait de ces HPV. Donc, last but not least, l'effet en fait de ces vaccins sur le cancer du col. Donc, comme vous l'a dit Serge, eh bien, pour voir un effet compte tenu de l'histoire naturelle de la maladie, eh bien, il faut, quand on introduit une vaccination HPV, eh bien, pour avoir l'effet sur le cancer, il faut attendre de 15 à 20 ans pour avoir les premières études. Et c'est ce qui s'est passé ces dernières années, puisque depuis 2020, on a maintenant des études qui démontrent l'efficacité de cette vaccination sur la réduction de l'incidence du cancer du col. Donc là, je vous montre cette étude en fait suédoise, où en fait ils ont utilisé une base de données qui regrouperait plus de 1,6 million de jeunes filles et de jeunes femmes.
Et donc, ils ont comparé les femmes non vaccinées aux femmes vaccinées. Et il y avait deux groupes dans les femmes vaccinées, celles qui avaient été vaccinées à l'âge requis, c'est-à-dire avant 17 ans, et celles qui avaient été vaccinées en rattrapage. Et donc, les résultats montrent qu'il y a une diminution en fait de l'incidence de 88% pour les jeunes femmes vaccinées avant l'âge de 17 ans et de l'ordre de 50% pour celles qui sont vaccinées en rattrapage. Donc, un effet très net de réduction en fait du cancer du col. Alors, qu'en est-il du profil de tolérance de ces vaccins anti-HPV? Donc, vous voyez que cette vaccination a été introduite en 15 ans dans près de 130 pays ou territoires, avec des programmes nationaux de vaccination, et qu'on a maintenant un recul d'une quinzaine d'années par rapport au profil de sécurité, aux effets secondaires liés à ces vaccins. Donc, on a des données très robustes qui nous permettent de dire que c'est un vaccin sont des vaccins qui sont sûrs. Hein. Il n'y a pas d'effet indésirable, de signal particulier sur des associations avec des maladies auto-inflammatoires ou auto-immunes, des maladies neurologiques, et que les effets les plus fréquemment retrouvés sont en fait immédiats, c'est-à-dire qu'on peut avoir après la vaccination, pendant quelques jours après la vaccination, une douleur au site de l'injection, avec une réaction inflammatoire, rougeur, gonflement au site de l'injection, avec parfois des signes généraux à type de fièvre, de fatigue, tout ce qu'on peut voir en général avec les vaccins. Donc, un profil de sécurité qui est extrêmement rassurant. Donc, voilà, pour étayer ce que je viens de vous dire. Donc, une grande étude qui avait été faite en France par la NSM sur les données de la CNAM, donc qui avait montré que quand on comparait en fait des jeunes femmes vaccinées et non vaccinées, mais il n'y avait pas de surrisque de maladies auto-immunes. 14 maladies auto-immunes avaient été recherchées, donc il n'y avait pas de surrisque significatif de cette vaccination globalement, et lorsqu'on regardait maladie par maladie. Alors, est-ce qu'on va vers l'élimination des cancers HPV induits? Donc, alors, en France, c'est une vaccination sur laquelle on est encore très en retard. Vous voyez que si on compare à différents pays européens, eh bien, en Espagne, en Angleterre, au Royaume-Uni, ils sont à des couvertures vaccinales élevées, à 80%. C'est l'objectif qu'on s'est donné pour 2030. Et vous voyez qu'en 2020, en France, on était à un peu plus de 30%. Mais vous voyez qu'on n'est pas non plus les seuls, hein, puisque l'Allemagne a une couverture vaccinale qui est relativement faible. Alors, cette couverture vaccinale, quand même, s'améliore. Vous voyez, les chiffres qui viennent d'être donnés très récemment en avril 2023 et qui vont jusqu'à 2022 montrent que pour les jeunes filles, à 15 ans, sur une dose, on est quasi à 50%. À 16 ans, sur un schéma complet, 2 doses, on est à 40%. Vous voyez que sur le graphique, depuis 2015, on a une augmentation régulière, on va dire, de la vaccination au moins à une dose. Donc, même si cette couverture vaccinale, ce taux de couverture vaccinale reste insuffisant, en France, il est en amélioration. Vous voyez que si on regarde les couvertures vaccinales départementales, eh bien c'est assez hétérogène. Avec globalement, on est mieux vacciné dans l'ouest de la France et au nord. Et pour notre région, c'est relativement homogène
selon les départements, où on est entre 40 et 50% de couverture vaccinale avec un schéma complet. Alors, qu'en est-il des couvertures vaccinales chez le garçon? Vous voyez que ça a démarré donc en 2021. Et donc, voilà, c'est une vaccination qui est encore faible. Hein. Vous voyez, une dose à 15 ans, en moyenne, c'est 13%. Donc, un garçon sur 10, on va dire. Et un schéma complet. Oups, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, attendez, j'ai quasi fini. Je reprends mon diaporama. Voilà, donc pour un schéma complet à 2 doses à 16 ans, on n'atteint pas les 10%. Voilà, donc la vaccination des garçons doit être promue de façon intense, hein, puisqu'on est quand même à des niveaux encore très faibles. Voilà, donc j'en ai fini avec la présentation. Donc merci beaucoup pour votre attention. Et donc Serge et moi, on est à votre disposition pour des questions. Alors, je vois dans les questions, les personnes de plus de 19 ans qui déclarent ne pas avoir eu de rapport sexuel peuvent-elles être vaccinées? Tu veux répondre, Michel? Oui, alors, bien évidemment, elles peuvent être vaccinées. Hein. C'est une vaccination qui est très, très, très efficace. Et si elles n'ont pas été, ces personnes-là n'ont pas, entre guillemets, été soumises au risque. Et donc, a priori, peu de chances d'avoir été déjà contaminées par des HPV. Ça a vraiment du sens de les protéger. Après, malheureusement, ce n'est pas les recommandations actuelles. Voilà. Donc, elles peuvent être faites. La vaccination peut être faite, mais elle ne sera pas remboursée. Voilà, c'est ça. En fait, il faut comprendre qu'il y a deux choses dans la vaccination. Il y a le vaccin qui a une AMM, une autorisation de mise sur le marché, qui permet de vacciner jusqu'à un âge assez avancé. Et puis, le remboursement pour la France, qui, lui, limite son remboursement, comme tu l'as dit, Michel, à 19 ans révolus, puisque au-delà, on considère qu'il n'y a pas de raison, sauf pour les homosexuels garçons, où on va jusqu'à 26 ans révolus. Et ça passe d'ailleurs dans cette population par une vaccination dans les cégides. Voilà. Alors, on aurait pu rajouter d'ailleurs, parce que tu ne l'as pas dit, c'est les immunodéprimés également que l'on vaccine. Je pense à ceux qui vont avoir des greffes, en particulier au préalable de la greffe, où effectivement on les vaccine. On a tout intérêt à les vacciner avant la greffe, puisqu'ils auront des immunosuppresseurs. Et on sait que avec les immunosuppresseurs, on a une augmentation du risque d'infection virale, donc de l'infection HPV. Alors, je vois qu'il y avait une deuxième question. Pourquoi un âge plafond supérieur, 25 ans je crois, pour les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes versus 19 ans pour les femmes ou pour les hommes n'ayant pas de rapport sexuel avec les autres hommes? C'est sûr, ça peut paraître sectaire. Oui, ça peut paraître sectaire et c'est une question qui revient très souvent. Oui, il n'y a aucune raison, hein, en fait. Il n'y a aucune raison. Je pense que la disposition d'aller jusqu'à 26 ans et de proposer la vaccination pour les homosexuels masculins, c'est lié au fait qu'ils sont très à risque de cancer anal. Donc, c'est vraiment une population qui a un risque élevé. Et donc, c'est en ce sens-là que les autorités de santé avaient demandé une extension en fait, du rattrapage jusqu'à 26 ans. Mais voilà, en fait, il n'y a aucune raison de… Finalement, ça irait plutôt dans l'autre sens maintenant, c'est-à-dire qu'on pourrait étendre cette vaccination dans les deux sexes jusqu'à 26 ans. Sans problème, et ce d'autant plus qu'il est marqué nulle part qu'un monsieur est homosexuel ou hétérosexuel ou homo et hétéro. Donc, tout garçon
potentiellement pourraient être vaccinés jusqu'à 26 ans révolus. En tout cas pour les garçons. Qu'est-ce que tu en penses, Michel? Oui, non, mais après, c'est dans un contexte de personnes suivies dans les CJ, anciens CDAG, où voilà, c'est une opportunité quand ces personnes ces sujets sont suivis dans un CJ, c'est une opportunité aussi de proposer, de la même façon qu'on propose la vaccination hépatite B si elle n'est pas faite, de faire le HPV. Voilà. Alors, je vois qu'il y a une question également concernant l'aluminium du vaccin. Oui, alors c'est des vaccins qui ont qui sont tous qui ont tous un adjuvant, hein, que ça soit le Cervarix ou le non-avalant Gardasil. Donc ils ont besoin, vous savez que un adjuvant en fait est un produit chimique associé en fait à l'antigène vaccinal pour renforcer la réponse immunitaire, hein. Donc on a besoin de ces adjuvants, c'est de l'aluminium pour le non-avalant, hein, et on sait maintenant, il n'y a vraiment plus de débat, hein, l'hydroxyde d'aluminium dans les vaccins en tant qu'adjuvant, hein, ne provoque aucune maladie particulière, et il n'y a pas de pathologie induite aux adjuvants, et ça c'est une vieille controverse qu'on a en France, mais qui n'a jamais été prouvée. Oui, je crois que c'est important effectivement à préciser parce que c'est une question que se posent beaucoup de personnes. Il y a une autre question, chez les immunodéprimés, y a-t-il un remboursement en fonction de l'âge? On en a un tout petit peu parlé, on a parlé des gens qui allaient être greffés, donc c'est vrai qu'on les vaccine, en tout cas pour les garçons jusqu'à 26 ans sans problème, et là c'est remboursé. Alors théoriquement chez les filles, même qui sont immunodéprimées ou qui potentiellement risquent de l'être, on est censé s'arrêter à 19 ans révolus, mais en pratique, je sais qu'on le vaccine malgré tout jusqu'à 26 ans, comme c'est fait dans un secteur hospitalier. Ça pose aucun problème de remboursement. Tu peux aller dans le même sens? Oui, tout à fait. En général, nous, on le met dans le 100% et ça passe sans problème, hein. Voilà. Mais effectivement, les recommandations ne sont pas très claires en France, alors que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus clair. On peut aller au-delà des 19 ans révolus. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois que les gens utilisent les messages, mais là, pour l'instant, je ne vois rien. Tu vois quelque chose? Ah, non, a priori, il n'y a pas d'autres questions. Non, je vois plus de... Non, je vois plus de questions. Ben, tout doit être assez clair, en tout cas pour les gens qui sont là. Ok, bon, bah écoutez, Serge, si tu n'as rien à ajouter, on va clore la réunion. Donc, il y a une deuxième session ce soir, hein. Donc, pour ceux, n'hésitez pas à en faire la publicité pour ceux qui n'ont pas pu participer à la session de midi. Et donc, voilà, vous pourrez vous connecter de la même façon, hein, avec le même lien de connexion. Donc, vous aurez Quentin et Laure qui seront le duo de présentation. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup encore de votre présence et à bientôt, j'espère.